Béatrice Rulle, vous recevez ce matin la députée socialiste Amanda Gavilanes. Bonjour Amanda Gavilanes. Bonjour Béatrice. Bonjour ou bonjour car nous allons parler de langage inclusif et épicène qui fait beaucoup parler en ce moment. Alors juste très rapidement pour éventuellement certaines personnes qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, comment on peut définir le langage inclusif et épicène? Le langage inclusif ou épicène, un langage qui vise en fait à inclure, comme son nom l'indique, la plus large portion de la population quand on parle d'un sujet. Parce que, notamment en français, parce que c'est pas forcément le cas dans d'autres langues, mais notamment en français, on a cette règle qui veut que le masculin emporte sur le féminin. Et que par exemple, dans une assemblée, lorsque un homme pointe le bout de son nez, alors qu'il y a par exemple 50 ou 60 femmes, en fait, l'ensemble de la phrase devient masculine. Et l'idée, en fait, c'est justement de pouvoir redonner, notamment aux femmes et aux autres minorités invisibles, leur place dans le langage pour pouvoir justement les légitimer. Qu'on parle, par exemple, d'un pompier et d'une pompière, d'un mécanicien et d'une mécanicienne, d'une infirmière et d'un infirmier aussi, parce que d'un auteur et d'une autrice, ça choque un petit peu plus à ça choque peut-être à l'oreille, mais la vérité, c'est que c'est indispensable. Voilà, moi, je préfère dire autrice que auteur, parce que auteur avec un E, c'est encore une façon très politiquement correcte qu'a trouvé l'Académie française d'essayer de faire rentrer les féministes dans leur rang. L'Académie française, parlons-en, parce que le langage épicène et ou inclusif entraîne des changements orthographiques avec des points, point E, point S, point X. Je pense que tout le monde a eu quelques exemples sous les yeux. Et l'Académie française, qui est donc la grande garante normalement de la langue française, émet une solennelle mise en garde. La multiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu'elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. Bref, elle n'est pas très pour. Bon, alors honnêtement, vu la moyenne d'âge des gens de l'Académie française et vu leur genre aussi, l'Académie française, soyons clairs, est une institution essentiellement masculine et assez passéiste. Effectivement, on peut s'attendre qu'à des levées de boucliers de sa part. Mais objectivement, quand vous lisez une phrase en écriture inclusive, moi je vais vous le dire, je dois relire pour des fois comprendre, et parfois je ne comprends pas. Ça dépend comment c'est fait. Alors effectivement, moi j'ai une prédilection pour le point médian, parce que je trouve que le point médian est... d'un point de vue visuel, la façon la plus pratique et la plus lisible de le faire. Si vous commencez à mettre des slash ou des tirets, effectivement, ça peut alourdir. Et pendant longtemps, j'ai eu honnêtement la même impression que vous, en me disant mais en fait ça alourdit, c'est moche. Et au final, quand j'ai compris que le but premier des personnes qui nous disaient que c'était totalement un combat d'arrière-garde, que en fait ça allait rendre plus difficile l'apprentissage du français, notamment pour les enfants. En fait, que ces arguments-là, c'était des arguments essentiellement de pouvoir et pas des arguments de logique purement grammaticale et syntaxique. Je suis revenue sur ma position. Et là, j'ai compris qu'effectivement, le langage est performatif, le langage est un lieu de pouvoir. Et lorsqu'on invisibilise la moitié de la population sous prétexte que, en fait, ça va être moche, dans un texte, d'avoir des points médians, par exemple, pour signifier qu'il n'y a pas que des collaborateurs, il y a aussi des collaboratrices, eh bien, en fait, on fait du français une arme du patriarcat. C'est un sujet qui devient un peu épidermique actuellement. Il y a en ville de Genève, le PLR demande l'abolition dans l'administration puisqu'elle est désormais utilisée. La RTS vient de passer au langage inclusif épicène, mais ça soulève beaucoup de questions. On a quand même l'impression qu'il y a une espèce de doxa autour de ce langage épicène maintenant, que si on dit, écoutez, moi je suis pas très favorable, on se fait traiter tous les noms, pourquoi finalement ne pas laisser tout à chacun la liberté de le faire ou pas? Il y a aussi le poids des années, de centaines d'années d'utilisation du français, une évolution de la langue qui est comme elle l'est, et c'est ainsi. Justement, en fait, on est dans un moment charnière de l'évolution de la langue française, et je pense pas que ce soit une doxa. Reconnaissez, si quelqu'un vient dire je suis contre le langage épicène, on va un peu lui tomber dessus. Alors, je pense qu'on va pas lui tomber dessus au sens premier du terme. Je pense que très certainement, les 3/4 de la population vont être un petit peu réticents au langage épicène ou à l'écriture inclusive. Parce que les 3/4 de la population, ils voient seulement une façon d'alourdir le texte. Mais quand on prend la peine justement d'expliquer que c'est aussi une façon de faire comprendre aux petites filles, par exemple, qu'elles ont le droit d'exercer un métier qui n'est pas un métier historiquement féminin, la chose fait son chemin dans la tête des gens, tout simplement. Et honnêtement,
le français a connu énormément de modifications, de transformations grammaticales au cours des siècles. Et là, on est juste à un moment où on est en train de modifier la pratique du français. En Suisse romande, on n'a pas la même pratique du français qu'en France. On est moins soumise à l'épicène. Voilà, on est moins soumise à la rigidité de l'Académie française. Si vous regardez par exemple le français qu'on pratique au Québec, c'est pas du tout un français qui est régi par les règles de l'Académie française. Je pense que chaque culture, chaque pays, chaque personne doit pouvoir en fait s'approprier la langue qu'elle parle. Et si pour cela il et elle doit se sentir beaucoup plus représenté et incarné dans cette langue, alors utilisons le langage inclusif. Juste pour terminer, est-ce que, parce que le combat derrière le langage épicène et inclusif, c'est aussi l'égalité, notamment entre hommes et femmes, vous le disiez, il n'y a pas des combats plus importants, je vais vous le dire très sincèrement. Moi, je suis plus attachée à ce qu'on ait l'égalité salariale que l'on me parle de l'écrivaine et de l'autrice. C'est presque plus cosmétique pour moi de s'attacher à ça que de véritablement, par exemple, la question du salaire ou de la représentation politique. Je ne vais pas vous contredire, comme je vous le disais tout à l'heure, moi pendant des années j'ai pensé ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, notamment en faisant de la politique, que lorsqu'on dit mesdames et messieurs les députés et qu'on garde un E accent aigu S à la fin, ça donnait l'impression que nous, les députés, on était quoi, des plantes vertes? Et concrètement, on est à peine plus de 30% de députés au Parlement. Si on ne nous donne pas cette visibilité de dire mesdames les députés, messieurs les députés, on n'existe pas. C'est déjà extrêmement difficile de faire entendre une voix féminine, de femmes et féministes au Parlement. Et si en plus on invisibilise notre présence dans les textes et qu'il n'y a rien qui prouve en fait pour l'histoire, tout simplement qu'on était là, parce qu'on privilégie le masculin soi-disant neutre, alors à ce moment-là, honnêtement, nous, féministes, on aura loupé une partie de notre combat. Madame la députée Amanda Gavilanes du Parti Socialiste, qui était notre invitée ce matin sur Radio Lac. Merci beaucoup. Merci à vous.